Bonjour à tous et bienvenue dans cette 13e vidéo sur le rapport RTE intitulé Futur énergétique 2050. On va parler aujourd'hui du chapitre 13 sur l'analyse sociétale. Il n'était pas présent dans la publication initiale en octobre, il a été rajouté en février dans les compléments de l'étude. L'objectif de ce rapport était d'éclairer les prises de décision sur l'avenir du système électrique français. On a en effet des décisions à prendre sur l'évolution des modes de vie et de consommation, sur si on veut ou pas lancer une politique de réindustrialisation du pays, si on veut ou pas lancer un nouveau programme de réacteurs nucléaires, et si on préfère des installations diffuses ou des grandes installations centralisées, en particulier pour les énergies renouvelables. Et donc, à la fois sur la consommation, sur la production et sur la flexibilité, eh bien les choix politiques qu'on prendra auront des impacts en matière d'acceptabilité. Sur la consommation, on a trois sujets. On a à la fois le transfert d'usage vers les énergies bas carbone, et en particulier l'électricité. Ça va être par exemple remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique, ou alors remplacer l'utilisation de la voiture par des transports en commun. Et bien tout ça, ça peut sembler facile, mais ça va entraîner des impacts sur le rythme de vie. L'autonomie d'une batterie de véhicule électrique est plus limitée que l'autonomie d'un réservoir à essence d'un véhicule classique. Il y a aussi des contraintes sur le temps de recharge. Il y a aussi des contraintes sur l'aménagement de l'espace public, puisqu'il va falloir mettre en place des bornes de recharge de véhicules électriques. Il va falloir prendre plus de place pour les transports en commun dans la ville, et donc moins pour la voiture. Donc ça va avoir des impacts, et il y a aussi des enjeux d'acceptabilité, même sur ces sujets qui sont uniquement de l'électrification. Après, sur l'efficacité, ça va être donc réduire la consommation d'énergie à isoconfort, donc pour un même usage. Ça va être typiquement rénover un bâtiment pour améliorer son isolation, donc consommer moins d'énergie, mais avec la même température dans le bâtiment. Et donc, pour faire ce genre de choses qui est très pertinent, ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir accompagner les usagers qui peuvent avoir des réticences au changement. Donc voilà, il y a forcément un enjeu d'accompagnement financier et sociétal et autres. Mais le gros sujet sur l'acceptabilité de la consommation, c'est vraiment la sobriété. La sobriété, ça consiste tout simplement à consommer moins d'usage. Et donc RTE s'est proposé de faire une analyse approfondie de la sobriété. Voilà. Pour ce qui est de la production, la production, les infrastructures et les technologies ont toutes des enjeux d'acceptabilité. Donc RTE s'est proposé aussi d'explorer et d'approfondir un peu plus ces enjeux-là. Et pour ce qui est de la flexibilité, donc la flexibilité de la consommation a été approfondie par RTE dans ce chapitre. Et donc dans cette présentation, je vais parler des enjeux de sobriété, d'acceptabilité des infrastructures électriques et d'acceptabilité de la flexibilité de la consommation. Commençons par la sobriété. Déjà, la sobriété, c'est différent de l'efficacité. Dans l'efficacité, on va garder le même confort, alors que dans la sobriété, eh bien, on va réduire son confort pour réduire sa consommation d'énergie. On va par exemple moins se chauffer, moins se déplacer, moins acheter de biens divers et variés. Voilà, la sobriété, c'est vraiment différent de l'efficacité. Et donc, RTE a identifié que dans une trajectoire tendancielle, d'ici 2050, on passerait de 470 à 845 TWh d'électricité consommée par an. Mais grâce à des mesures d'efficacité, donc d'amélioration des performances, sans changer au mode de vie, on pourrait réduire à 645 TWh d'électricité consommée chaque année. Et donc c'est ça qui est utilisé comme hypothèse de référence dans ces scénarios. Et RTE a aussi identifié qu'il y avait un gisement supplémentaire d'environ 90 TWh par an de sobriété. Donc il pourrait réduire encore cette consommation d'électricité, et ce qui aurait un intérêt pour soulager les rythmes de déploiement nécessaires sur les énergies renouvelables en particulier, et ou nucléaires. Et donc ces gisements de sobriété, ils vont concerner l'habitat, le résidentiel, le tertiaire, les transports et les industries.
Par contre, eh bien, c'est un scénario contre-tendanciel, puisqu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à consommer de plus en plus d'énergie par personne. Là, on est dans un scénario contre-tendanciel où on consommerait moins. Donc c'est pertinent, mais pas gagné. Après, c'est aussi un sujet clivant. Il va y avoir des partisans de la sobriété heureuse qui vont voir les externalités positives de la sobriété. Donc, typiquement, moins de voitures, ça va faire moins de pollution et donc une meilleure santé. Plus de vélo, ça va faire plus d'activité physique, donc une meilleure santé, etc. Donc, c'est une vision. Et puis, on a la vision plutôt opposée qui vit ça comme une régression, un retour au Moyen-Âge, un retour au modèle Amish, à la bougie, etc. Il y a vraiment ce sujet clivant avec des visions différentes qui s'opposent. Et donc, maintenant, si on décide d'aller vers de la sobriété, comment on fait? Eh bien, il y a plusieurs leviers. Déjà, il faut donner aux citoyens les moyens d'être sobre. Ça veut dire qu'il faut l'informer sur ses postes de consommation et les moyens de les réduire. Et il faut bien construire les infrastructures pour qu'ils puissent être plus sobres. Ça veut dire, si on veut développer l'usage du vélo, bien, il faut construire des pistes cyclables. Si on veut que les gens abandonnent leur voiture et qu'ils utilisent plutôt les transports en commun, bien, il faut accorder plus de place pour les transports en commun. Il faut construire des infrastructures qui permettent aux gens d'être sobres. Et après, il y a plusieurs possibilités pour mettre en place la sobriété. Bien, soit on va avoir la sobriété choisie, et donc volontairement les citoyens vont consommer moins, donc il y aura des nouvelles normes sociales qui se mettraient en place. Mais si cette sobriété n'est pas choisie, eh bien, elle doit être subie. Et pour ça, il y a deux modèles. On a le modèle libéral qui va plutôt être l'utilisation d'un signal prix. Ça va être taxer la consommation d'énergie polluante et subventionner les bonnes pratiques, les mesures d'efficacité, etc. Et on a le modèle plutôt de régulation, de contrôle de l'État, où là, ça va plutôt être par la contrainte et la réglementation, la mise en place de normes, où voilà, on mettrait en place cette sobriété. La sobriété peut être donc choisie ou subie, elle peut être bien ou mal vécue. C'est des débats assez philosophiques. Mais en tout cas, énergétiquement, c'est un gros enjeu. Concrètement, à quoi ressemblerait un scénario de sobriété? Dans le résidentiel, tout d'abord, on va avoir 4 gisements identifiés par RTE. On a le nombre de personnes par foyer et la part de logements mutualisés, qui peuvent permettre de réduire le besoin en bâtiment et en nouvelle construction. Et on a la température de consigne du chauffage et le volume d'eau chaude sanitaire qui peuvent permettre de réduire le besoin en énergie dans les bâtiments. Et donc chacun de ces gisements va avoir des points positifs qui peuvent suggérer qu'on peut aller gagner des réductions de consommation, mais aussi des freins qui suggèrent que c'est pas gagné. Pour le nombre de personnes par foyer, il y a une part importante de ménages qui est prêt à mutualiser des équipements, comme des machines à laver, etc. Par contre, on observe depuis une cinquantaine d'années une diminution du nombre de personnes par ménage. C'est dû au divorce, moins d'habitat intergénérationnel, moins d'enfants par foyer, etc. Pour les logements mutualisés, ça se développe, même si ça reste encore très marginal. Et les Français ont toujours une certaine aspiration pour la maison individuelle. Donc pareil, c'est pas gagné. Pour la température de chauffage dans les logements, l'essentiel des Français sont favorables à réduire la consommation d'énergie. Par contre, il y en a moins de 20% qui sont prêts à diminuer la température de leur chauffage. Et pour le chaude sanitaire, là, on observe une baisse tendancielle de la consommation d'eau chaude depuis une dizaine d'années. Donc voilà, dans l'ensemble, il y a moyen de faire des réductions de consommation, mais c'est pas gagné partout. Dans le tertiaire, on va voir 5 gisements de sobriété. On a le nombre de jours de télétravail par semaine. On a la réduction de la surface utilisée dans le tertiaire, donc pour les emplois de bureau et pour les commerces. On a la réduction de la consommation d'électricité dans le tertiaire et la réduction de l'usage d'écrans publicitaires, en particulier numériques. Et donc chacun de ces gisements a des points positifs et des freins. Donc si on prend le télétravail par exemple, l'idée dans le scénario sobriété c'est d'avoir la moitié du temps télétravaillé pour les emplois qui sont télétravaillables, donc c'est-à-dire un tiers des emplois. Et donc ça, ce scénario, c'est
possible parce qu'il y a eu une massification de télétravail avec la crise sanitaire et 90% des Français sont favorables au télétravail. Par contre, il y a une réticence des managers et quelques questions sur les effets à long terme du télétravail, en particulier sur la productivité. Et surtout, si on télétravaille la moitié du temps, mais qu'on habite 2 fois plus loin de son logement, de son travail, pardon, eh bien, il y a un effet rebond qui fait qu'au final, on annule les bénéfices du télétravail. Pour ce qui est du commerce, on a un développement des points de vente en circuit court qui se sont développés récemment. Donc ça va dans le bon sens. Par contre, les années précédentes, on avait une augmentation du nombre de grandes surfaces. Donc voilà, on verra comment ça va évoluer à l'avenir. Mais avec l'objectif de zéro artificialisation nette, on pourrait aller dans la bonne direction. Donc voilà, dans l'ensemble, on peut avoir des réductions sur chacun de ces sujets. Pas sûr qu'on gagnera tout le gisement identifié. Pour ce qui est du transport, on va avoir 5 gisements. Pour le transport de particuliers, on a la réduction du kilométrage annuel réalisé en voiture, l'augmentation du covoiturage, donc pour avoir plus de personnes dans les véhicules, et la diminution de la part modale de la voiture pour renforcer la part modale des transports collectifs et du vélo. Pour ce qui est des transports de marchandises, les enjeux sont de moins transporter de marchandises, donc sur de moindres distances et en moindre quantité, et un enjeu de réduire la part du transport routier pour renforcer la part du transport ferroviaire et fluvial. Donc en termes de points positifs et négatifs sur cette possibilité de scénario de sobriété, si on regarde les enjeux de part modale par exemple, eh bien, un point positif, on a une baisse de la motorisation des moins de 25 ans et un développement du phénomène de flag scam, donc la honte de prendre l'avion, observé donc depuis 2018. Par contre, sur la décennie précédente, entre 2008 et 2019, on a observé une augmentation de l'usage de l'avion. Donc voilà, sur l'avion, il y a un gros sujet. Pour ce qui est du transport de marchandises, le développement de la consommation en circuit court améliore les choses. Par contre, le développement du e-commerce n'améliore pas les choses. Donc on verra dans l'ensemble quelle tendance aura lieu dans les années qui viennent. Pour l'industrie, on va avoir 9 gisements de sobriété. On a la réduction des dépenses dans l'industrie agroalimentaire, réduction de l'utilisation d'intrants azotés dans l'agriculture, donc c'est les engrais chimiques. On a une réduction de la consommation d'emballage, et en particulier d'emballage plastique, moins de ventes de véhicules aux particuliers, une amélioration de la durée de vie des équipements, consommer moins d'acier dans les bâtiments, donc en particulier moins de construction du coup, améliorer le recyclage et donc mettre plus de matières recyclées dans les nouveaux produits, et donc réduire aussi la consommation de papier et de carton pour l'emballage. Donc dans l'ensemble, il y a moyen de gagner des réductions de consommation un peu partout. Par contre, voilà, il y a aussi les enjeux de réindustrialisation qui feraient augmenter les besoins d'énergie dans l'industrie. Et ça, c'est le scénario réindustrialisation. Il y a des enjeux d'acceptabilité sur les changements de mode de vie, mais il y a aussi des enjeux d'acceptabilité sur la construction d'infrastructures de production d'énergie. En particulier pour l'éolien terrestre. L'éolien terrestre qui a des impacts sur le paysage et aussi des impacts environnementaux, donc sur la biodiversité locale ou l'avifaune, donc les oiseaux migrateurs en particulier. Et après, il y a aussi des questions qui se posent sur l'évolution de son acceptabilité politique, avec aujourd'hui des politiciens qui sont prêts à arrêter le développement de l'éolien, voire à démanteler des éoliennes. Pour ce qui est de l'impact paysager, une manière d'améliorer la chose, ce serait d'impliquer les populations dans le choix des zones d'implantation. Et pour les impacts environnementaux, la démarche, c'est la démarche ERC, pour éviter, réduire et compenser. Donc ça, c'est pour les enjeux d'acceptabilité. Après, il y a aussi des enjeux réglementaires, donc des contraintes spatiales. Autour des habitations, 500 mètres autour des habitations, on ne peut pas construire d'éoliennes.
Donc quand on a des territoires avec des habitations diffuses, comme en Bretagne ou dans les Pays de la Loire, eh bien il ne reste pas beaucoup de place pour mettre en place des éoliennes. Sachant qu'en plus, là où il y a des radars militaires, on ne peut pas mettre d'éoliennes. Là où il y a des zones d'entraînement pour les vols militaires, on ne peut pas mettre d'éoliennes non plus. À côté de sites classés ou protégés, c'est compliqué. Donc dans l'ensemble, c'est toujours assez compliqué de trouver des sites disponibles. Et en plus, les sites disponibles ils sont inégalement répartis sur le territoire, avec dans les Hauts-de-France, et le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, beaucoup de places utilisables, et pas grand-chose dans le reste du territoire. Donc voilà, c'est ici en bleu, en Bourgogne-Franche-Comté, on a 30% du territoire qui est utilisable pour mettre des éoliennes. Par contre, si on regarde la Bretagne, bien c'est quelques pourcents à peine. Donc voilà, c'est inégalement réparti à travers le territoire. Et dans l'ensemble, ces surfaces disponibles, ça représente 14% du territoire national. Et dans le cas où on ferait un fort développement de l'éolien terrestre, eh bien, ça occuperait 2% du territoire national. Donc voilà, 2% nécessaire alors qu'on a 14% disponible. Il va falloir avoir une très forte acceptabilité de l'éolien terrestre pour que ça passe dans ces scénarios avec donc beaucoup de développement d'éolien terrestre. Après, il y a la question de l'éolien en mer. L'éolien en mer, il y a des enjeux d'impact environnementaux sur la biodiversité aussi, même s'ils sont beaucoup plus mesurés que pour l'éolien terrestre. Il y a des enjeux d'acceptabilité des pêcheurs, pour qui ça devient compliqué de pêcher au milieu des éoliennes, et au final ils ne le font pas pour des questions d'accidentologie. Il y a la question du tourisme aussi, ça dépend des cas. Avec le retour d'expérience, donc entre le Royaume-Uni et les États-Unis, les tendances sont contradictoires. Des fois le tourisme est amélioré, des fois il est dégradé. Il y a un gros enjeu de retombées économiques, ça c'est un point positif pour l'éolien en mer, puis même pour l'éolien terrestre. Donc les retombées économiques, là, ça va être qu'on va construire des sites industriels, des usines de construction d'éoliennes au Havre et ailleurs, je crois qu'il y en a 3. Il y a de la création d'emplois locaux, des retombées économiques sur les territoires, donc les collectivités locales sont en général assez favorables. Par contre, donc il y a aussi un enjeu à ne pas concentrer tous les parcs au même endroit, et donc avoir une certaine répartition territoriale sur les différentes façades, méditerranéenne, Atlantique, Manche et mer du Nord, etc. Et pour améliorer l'acceptabilité à la fois pour les pêcheurs et les impacts environnementaux, eh bien ça peut être bien d'éloigner les parcs des côtes. Par contre, voilà, donc si on fait un fort développement de l'éolien en mer, il faudra implanter des éoliennes dans des zones de pêche et dans des zones protégées, forcément. Alors sur le photovoltaïque, il peut être sur toiture ou au sol, et le photovoltaïque sur toiture, lui, est assez bien accepté. Donc il n'y a pas d'occupation des sols, pas d'artificialisation ni rien, c'est juste sur les toits, donc c'est assez bien accepté. Par contre, il y a un enjeu à maîtriser les coûts, donc il est beaucoup plus cher que le photovoltaïque au sol, et dans ces scénarios, RTE a retenu entre un tiers et la moitié du photovoltaïque qui serait sur toiture. Donc, il y a un enjeu de maîtrise des coûts. Pour maîtriser les coûts, la tendance va être d'importer des panneaux pas chers de l'étranger, et en particulier de la Chine, et de fabriquer des modules en Chine. Et donc au final, ça crée une dépendance à des fournisseurs étrangers, qui créent des impacts des difficultés économiques sur les filières européennes, et aussi des enjeux d'acceptabilité du photovoltaïque. Pour ce qui est du photovoltaïque au sol, il y a aussi ces enjeux de dépendance à des fournisseurs étrangers, mais il y a surtout une question d'emprise au sol, qui peut avoir des impacts sur l'artificialisation, des impacts sur la biodiversité, et sur la concurrence d'usage, en particulier avec l'agriculture. Donc selon les scénarios, c'est entre 50 000 et 200 000 hectares qui seraient utilisés pour du photovoltaïque au sol en 2050. Donc l'idée, c'est de prioritairement utiliser des zones déjà artificialisées, mais les gisements ne seront pas suffisants. Et dans le cas où on développe fortement le photovoltaïque au sol, eh bien, il faudra massivement aller vers des espaces naturels et agricoles pour implanter les panneaux. Après, il y a la question du nucléaire.
Donc le nucléaire fait face à une opposition qui est aterritoriale, donc les opposants ne sont pas opposés à avoir une centrale à côté de chez eux, enfin il y en a aussi, mais c'est aussi et surtout des opposants partout sur le territoire qui sont opposés à la technologie nucléaire. Alors ils sont opposés principalement pour deux raisons, à savoir le risque d'accident et la question de la gestion des déchets nucléaires. Donc le risque d'accident dans le nucléaire, il est caractérisé par une très faible probabilité, mais de graves conséquences en cas d'accident, donc des conséquences sur la santé humaine et sur l'environnement. Et pour ce qui est de la gestion des déchets, vu qu'ils sont radioactifs pendant très longtemps, eh bien il faut les déchets les plus dangereux, il faut les stocker en couche géologique profonde, et c'est une question éthique vis-à-vis des générations futures qui ne fait pas l'unanimité. Et il y a aussi la question dans les sites d'enfouissement où il y a des oppositions locales. Par contre, le nucléaire est une technologie décarbonée et pilotable qui est particulièrement intéressante sur les aspects énergétiques, et donc sa perception a tendance à évoluer dans la population. Il y a aussi des questions démocratiques et de transparence vis-à-vis du nucléaire. Le développement du parc historique a été fait sans débat public, et depuis les années 2000, pour les nouvelles installations, il y a des débats publics et des concertations qui sont renforcés. Mais ce n'était pas le cas par le passé. Et après, il y a des enjeux de transparence. Donc, il y a une partie importante des parties prenantes aux concertations qui ne sont pas convaincus par les informations transmises par les rapports de l'ASN et l'IRSN, donc l'Autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, donc qui tous les deux font des rapports réguliers sur la sûreté des installations. Donc voilà, il y a ces questions de transparence qui ne font encore pas l'unanimité. Après, il y a la question des emplois. Donc le nucléaire, c'est principalement des emplois qualifiés et non délocalisables. Donc réduire la part du nucléaire, ça a des conséquences sur l'emploi. Par contre, augmenter la part des renouvelables, ça crée aussi de nouveaux emplois. Donc voilà, il y a cette question sur les emplois, mais dans tous les cas, une réduction de la part du nucléaire nécessite une réflexion sur ce qu'il adviendra des employés du secteur. Et donc dans tous les cas, développer ou pas de nouveaux réacteurs nucléaires, c'est un choix de société à part entière. C'est pour ça qu'RTE a bien séparé des scénarios avec et des scénarios sans nouveaux réacteurs nucléaires. Et après, on a les autres infrastructures, que ce soit le biogaz, l'hydrogène, les batteries, les lignes de tension, etc. Toutes ont des enjeux d'acceptabilité, mais RTE n'est pas allé dans le détail de leur analyse. Et enfin, il y a la question de la flexibilité des usages électriques. Alors, il y a des raisons d'être optimiste sur le potentiel de gisement de ces flexibilités, parce que les nouveaux usages électriques qui vont se développer dans les années qui viennent, eh bien, ils peuvent facilement être flexibles. Que ce soit les véhicules électriques, la production d'hydrogène ou les procédés industriels, c'est facilement flexibilisable. Après, il y a aussi la question des technologies numériques, donc les compteurs communicants, la domotique, tout ça, ça peut permettre d'automatiser et de piloter donc, la consommation. Et il y a aussi donc l'appropriation des enjeux énergétiques et climatiques par les citoyens qui peut les motiver à accepter de flexibiliser leurs usages. Et donc dans l'ensemble, RTE identifie entre 9 et 44 gigawatts de gisement pour la flexibilité de ces usages. Par contre, il y a aussi des freins à flexibiliser la consommation. Tout d'abord, l'apprentissage des cogestes, ça a un coût en termes de temps et de charge mentale, donc les gens ne sont pas forcément prêts à le faire. Il y a aussi une forte volonté des individus de garder le contrôle de leurs équipements. Ils sont assez frileux sur la possibilité qu'un tiers ou qu'un automate puisse modifier leur consommation. Il y a aussi les enjeux de vie privée et de données personnelles. Et enfin, certains sont opposés à ce genre de méthode qu'ils considèrent comme une gestion déguisée de la pénurie. Au final, RTE a gardé une hypothèse assez prudente sur le développement de cette flexibilité, et donc a gardé plutôt 17 gigawatts dans ses hypothèses. Maintenant, si on veut développer la flexibilité de la consommation, il y a plusieurs leviers. Il va y avoir tout ce qui va être information et sensibilisation, pour expliquer les intérêts et comment faire. Il y a la question des incitations, donc les incitations financières pour que si on se met à consommer
quand l'électricité est disponible et pas chère, et qu'on consomme moins quand l'électricité est chère, eh bien ça permet de faire des économies. Et après, une autre possibilité, ça peut être voilà, la réglementation, mettre des normes pour imposer, typiquement, que les bornes de recharge électrique puissent décharger les véhicules s'il y a besoin, en fonction des enjeux du réseau. Maintenant, les dispositifs envisageables, ça peut être soit des choses automatiques, soit des dispositifs manuels. Donc si c'est automatique, soit c'est un équipement dans l'installation qui va recevoir un signal du gestionnaire de réseau pour dire si on est en heure pleine ou en heure creuse et qui va choisir sa consommation comme ça. Soit ça va être un agrégateur qui va être responsable de la consommation de plusieurs usagers et qui va réduire leur consommation s'il y a des besoins sur le réseau. Et donc manuel, c'est l'utilisateur qui gère sa consommation. Ça en est fini pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. La prochaine traitera de l'analyse des dynamiques pour mettre en perspective les enseignements de l'étude par rapport aux échéances clés, à savoir aujourd'hui 2030 et 2050. C'était Barla Énergie Climat, merci et à très bientôt.